Et c'est vrai que généralement, ce que je vais rechercher comme type de course, c'est plutôt des courses qui sont quand même rustiques et techniques, difficiles. Donc, moi, j'aime courir en milieu en forêt tropicale, j'aime courir en milieu chaud. J'aime vraiment ces milieux un petit peu compliqués. Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, sous format interview, je reçois un ultra-trailer originaire de Bourgogne, militaire de carrière, qui s'est reconverti dans le coaching et l'organisation de stages de trail. Ça fait plus de 20 ans qu'il écume les sentiers et les podiums des circuits trail, avec une préférence toute particulière pour les conditions difficiles, les terrains rugueux et montagneux. On note par exemple sa participation à près de 8 grands raids de la Réunion, donc une 4e place en 2021, une victoire sur l'échappée belle en 2020. Il court sous les couleurs du team Globe Trailer, créé par Antoine Guillon et Christophe Leçon en 2016, et qui compte aujourd'hui plus de 80 représentants. Nous allons évoquer avec mon invité son histoire de vie et notamment son passif militaire, ses premiers pas de trail, les similitudes qu'il peut y avoir entre son passé professionnel et les épreuves d'ultra-trail, l'importance de la famille, les motivations qui le poussent à participer aux épreuves parmi les plus difficiles de la planète. Et petite précision, cet épisode a été enregistré avant le Madeira Island Ultra Trail sur lequel Cédric a fait une 11e place dans des conditions absolument dantesques. Je remercie une nouvelle fois Cédric d'avoir partagé son expérience au micro du LTP et je vous laisse profiter de cette conversation avec Cédric Chavet. Bonne écoute. Salut Cédric, je suis très heureux de te retrouver dans le podcast, dans le Let's Try Podcast. Comment vas-tu ? Ça va plutôt bien. Bonjour Nico. Salut. Bonjour à tous. Bon. Tu es déjà intervenu indirectement dans le LTP. Je sais pas si je pense que tu te rappelles, parce que c'est toi qui l'as fait, mais à l'époque j'avais organisé un petit concours pour les soutiens participatifs du podcast je leur avais demandé de faire leur épisode. Et Benoît Montel de la Guadeloupe avait fait un petit épisode dans lequel tu étais intervenu avec Cathy. Tu te rappelles de cet échange ? Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que j'avais eu la chance de le rencontrer également lors d'un séjour en Guadeloupe pour participer à la 30 Kirukira l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il m'avait demandé cette possibilité de faire cet épisode et j'avais trouvé l'idée plutôt sympa, quoi. C'est cool. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté à l'époque. Et puis, c'est un vrai plaisir de te retrouver en tant qu'invité principal dans le LTP. Et puis, on s'était croisés. Alors, sur Chamonix, c'était. Tu étais avec Renaud Rouanet, qu'on salue aussi. Et puis, c'est là où j'avais appris que toi et Renaud, vous étiez des auditeurs du podcast. Ça m'avait beaucoup touché. Oui, c'est vrai que ça fait partie des 3 ou 4 podcasts que j'écoute régulièrement. Ouais. Bon, c'est cool. On va parler de plein de choses, Cédric. Alors là, il y a de quoi dire. On va parler de ton historique de manière générale, ton arrivée dans le trail. T'as été militaire aussi, donc on va parler aussi de ta pratique de l'ultra, de tout plein de choses. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Cédric, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, Cédric Chavet, donc j'ai 48 ans, j'aurai 49 au mois d'août prochain. Je suis marié à Cathy. Donc on n'a pas d'enfant. Je suis originaire de Saône-et-Loire, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon. Mm-hmm. Donc je sais pas si vous voyez les montagnes. C'est la Bourgogne ? Non, il n'y a pas de montagne. Non, c'est une blague. C'est la Bourgogne ? C'est la Bourgogne, voilà, oui. On est plus dans les vignes et dans le Charolais, dans les pâturages que dans la montagne. D'accord. Donc après, j'ai quitté ma région natale à 18 ans pour m'engager dans les parachutistes. Ok. Et j'ai fait une carrière de 23 ans dans l'armée. J'ai fait une reconversion. Après, donc, j'ai été coach dans responsable d'un club de remise en forme. Après, j'ai ouvert le premier centre de cryothérapie corps entier sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Associé avec un médecin, un ami coureur. Et après, le Covid est passé par là. On a liquidé la société l'année dernière. Et donc, j'ai repris le coaching et l'organisation de trail camp. Très clair. Bon, merci pour cette présentation, c'est absolument parfait. Donc Bourguignon, comme tu le disais, pas trop de montagnes. Tu te prédestinais pas à devenir ultra trailer alors a priori là. Non, ça c'est bon. Non, la montagne, non, pas vraiment. Après, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, quoi. Ouais. Plutôt quel sport ?
Un peu tous les sports, hein. Donc, j'ai la chance d'avoir une marraine qui a été championne de France de gymnastique. Donc, dans la Ok. famille, on a voulu me mettre à la gymnastique depuis tout petit, hein. Ça a été mon premier sport. Mhm. Bon, ça n'a pas matché, hein. C'était pas mon truc. Et après, j'ai fait différents sports collectifs, hein, du foot, du rugby, du football américain, des sports de combat, du tennis. J'ai vraiment été plutôt un touche-à-tout. Ouais. Et après, donc, je suis rentré dans l'armée et c'est vrai que les sports de base, hein, comme on dit souvent là-bas, c'est la course à pied. Donc, tous les matins, c'était course à pied et renforcement musculaire. Mhm. Et après, voilà. J'aimerais revenir sur la partie enfance, adolescence, l'environnement familial dans lequel tu étais, donc sportif. Intéressant l'aspect gymnastique pour un garçon. C'est vrai que c'est pas toujours aussi évident que ça de mettre son garçon à la gymnastique. Moi, j'ai ma fille qui en a fait pendant une petite dizaine d'années. J'ai trouvé un sport hyper exigeant, hyper complet, mais qui peut avoir effectivement aussi des risques d'un point de vue accidentologie. Toi, t'en as fait combien de temps de la gym et est-ce que tu penses que ça t'a apporté des compétences de manière un peu générale à cette première expérience de sport? Non, j'en ai pas fait assez longtemps pour que ça m'apporte vraiment des compétences. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très dur, hein. Les coachs, surtout, il y a 40 ans, hein, ou 45 ans, les coachs étaient très durs, même pour les filles, hein. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas adhéré. Et puis, c'était pas le milieu dans lequel je me sentais. Est-ce que tu avais un environnement sportif familial, voilà, des frères, des sœurs, des parents qui faisaient du sport ou pas du tout? Alors, mes frères et sœurs sont plus jeunes que moi. Mhm. Donc, non, pas vraiment. Donc, après, moi, ça a été plutôt un mode de transport, la course à pied, hein. Donc, on va rentrer un peu dans mon intimité, mais c'est vrai que j'ai écouté le podcast avec Florian Olivier, ça m'a bien rappelé mon enfance, hein, parce que comme lui, en fait, j'ai mes parents qui ont divorcé à 8 ans. Ouais. Donc, ma mère est partie avec ses trois gamins sous le bras, hein. Donc, un environnement familial, on va dire, plutôt. Voilà, les revenus n'étaient pas très élevés, hein. Donc j'ai jamais eu de vélo, j'ai eu une mobilette, Mhm. donc j'allais à l'école, sortez vos Kleenex, hein. J'allais à l'école en courant, j'allais prendre le bus pour aller faire mes sports en courant. Donc voilà, donc en fait la course à pied a vraiment toujours fait partie de moi et Dès, le moi dès au le départ début. c'était ouais, dès le début et au départ c'était un moyen de transport pour moi. Mhm. Voilà. Non, mais c'est intéressant de comprendre aussi d'où vient les premiers pas de course à pied. On voit que ça a été dans un environnement qui t'as été un peu t'as été un peu obligé de le faire. Mais d'un autre côté, on sent que déjà dès le début là, c'est quelque chose qui te plaît de courir. Tu y trouves quoi dans la course à pied pour le pratiquer comme ça? Alors maintenant, ça fait vraiment partie de moi. C'est vraiment devenu un équilibre, hein. Et en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment la sensation de tout oublier au final et de se sentir. Ce que j'aime bien, c'est me retrouver seul dans un milieu naturel, hein, tant que faire. Mhm. Voilà. Donc après, je veux dire, c'est vraiment un moment de plénitude et de zénitude et j'ai besoin de ma dose. C'est pas de on pourrait, je sais pas si c'est vraiment de l'addiction, hein, ou de la bigorexie, mais c'est vrai que j'en ai besoin, quoi. Et On, c'est vraiment un moment où je me sens vraiment super bien, quoi. on entend souvent qu'il y a beaucoup de cas, moi qui m'entretiens avec beaucoup de gens du milieu. On voit souvent des gens qui détestaient courir, hein, c'est mon cas. Bon, tout du moins courir pour pas grand chose ou pour sans but, sans ballon, sans. Toi, on voit que c'est pas forcément le cas, que la course à pied en elle-même est quelque chose qui t'a plu. Après, tu disais que t'as fait un peu de sport un peu divers et variés là. Tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, ce que tu ressors de ces différentes pratiques et si tu en avais une ou deux à ressortir, ça serait quoi? En fait, je pense que j'ai pas en course à pied, j'ai pas un potentiel ou j'avais pas un potentiel élevé à la base, hein. En fait, ce qui m'a, d'avoir pratiqué différents sports, ça m'a apporté une certaine complémentarité. Mhm. Et c'est vrai que que ce soit les sports de combat ou que ce soit les sports individuels ou collectifs, chaque sport en fait a pu apporter une pierre à l'édifice et au final,
je suis pas déçu d'avoir eu ce parcours, quoi. C'est plutôt que d'avoir été figé sur un sport, comme on voit des jeunes, hein, souvent qui font 15 ans du foot, 15 ans de la gymnastique ou de la natation. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai vraiment apprécié et je pense que ça m'a plus servi d'avoir, comme ça, été plutôt un touche-à-tout plutôt que d'avoir été sur le même créneau, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un bon conseil à retenir pour les parents par rapport à la pratique de leur gamin. Je pense qu'effectivement, et moi c'est un peu un regret, pas un regret, mais de pas l'avoir fait plus. Mais je pense qu'effectivement mettre son gamin dans différents sports qui ont absolument rien à voir les uns avec les autres d'une année sur l'autre, ça peut avoir un bénéfice. Après, en athlée, par exemple, c'est vrai qu'il y a cette logique quand même de sport de vitesse, sport de saut, sport de lancer. Donc c'est un sport sur lequel il y a pas mal de différentes qualités qui sont développées. Donc je pense que l'athlé, ça peut quand même, l'athlé de manière générale, ça peut ressembler au sport parfait pour les gamins, quoi. Je pense. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des épreuves comme le décathlon. Là, ça combine tout ce qui est sport combiné, hein, de toute façon, hein, même le biathlon, le triathlon, je pense que d'associer plusieurs sports comme ça apporte vraiment une complémentarité qui est intéressante, quoi. De toute façon, le sportif le plus complet pour moi qu'on peut voir, hein, c'est Kevin Mayer. C'est des gens comme ça qui sont Ouais, capables voilà. d'être à la fois rapide, à la fois fort, à la fois souple, à la fois c'est fabuleux. Et toi, tu étais plutôt quelqu'un de ce type-là, quoi. Pas réellement spécialisé dans un domaine, mais plutôt touche à tout, un peu fort, un peu rapide. Enfin, voilà, comment tu te C'est définissais? ça. Et après, c'est ce qu'on a un peu cultivé aussi. Ben, c'est ce que j'ai appris en fait, hein, en rentrant dans l'armée aussi. Hein, c'est que il fallait être souple et manœuvrier, c'est-à-dire que ou un chat maigre, hein, mais donc en fait, il fallait être à la fois rapide, endurant et, euh, et fort. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça on courait, on faisait beaucoup de renforcement musculaire. Je travaillais énormément le haut du corps et je pense que c'est plutôt complémentaire et ça m'a apporté beaucoup d'avoir d'avoir travaillé autant le renforcement musculaire, ça m'a beaucoup apporté entre elles, quoi. Tu parlais de sport de combat tout à l'heure. Tu peux préciser un petit peu ce que t'as fait? Bah, tout ce qui est sport de combat, de technique de défense en fait, hein, de ce qu'on appelle le TUOR dans l'armée, hein, technique d'intervention opérationnelle rapprochée, tous ces sports de combat. Mhm. Après, les sports qui mélangent un petit peu les sports où on va amener au sol et tout ce qui est pied-point, quoi, au final. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, Cédric, pourquoi tu as décidé de t'enrôler dans l'armée? Donc, je pense que c'était juste avant la majorité, là, aux alentours de 17 ans, Ouais, c'est j'imagine, ça, ouais. 17-18 ans. Est-ce que tu peux nous C'est ça. expliquer le contexte qui t'a amené à devenir militaire? Alors, le contexte, eh bien, en fait, j'ai toujours été, en fait, passionné par l'histoire, Mhm. en règle générale. Donc, j'ai été un gros lecteur de bouquins historiques, hein, différentes périodes, hein, la période napoléonienne, la Deuxième Guerre mondiale. Mon père aussi également, hein, donc j'ai un peu bercé là-dedans en étant petit. Mhm. Et donc au final, j'ai toujours voulu être militaire, hein. Donc au départ, c'était plutôt les commandos marines. Après, ça a pas pu se faire pour des problèmes d'yeux, hein. Mais donc après, je me suis dirigé sur des régiments qui bougeaient et à 18 ans, bon, j'avais vraiment envie de partir. C'était aussi l'aventure, hein, donc. Et au niveau familial, c'était pas non plus très stable. Donc, c'est vrai que de partir à 18 ans, d'être autonome et puis de partir à l'aventure et dans un régiment qui bougeait énormément, hein, et où on pratiquait énormément de sport, et ben voilà, ça a été. J'ai vraiment voulu partir rapidement. Quel régiment c'était, du coup? T'as intégré le régiment des En paras, je fait, crois? j'ai intégré le 3e RPIMA, donc c'est un régiment parachutiste d'infanterie de marine, hein, donc un des fleurons de l'armée française quand même, hein, qui est sur Carcassonne. Ok. Donc, il y a un régiment de la brigade para et donc j'ai fait 15 ans, quoi. 15 ans. 15 ans là-bas et après au total 23 années dans l'armée, quoi. D'accord. On considère que les paras sont. Moi, je sais que j'ai mon frère Fabrice, à qui je fais un coucou, qui a fait son service. Je sais plus dans quel régiment c'était, mais dans les paras. On considère quand même globalement que ça fait partie alors je sais pas comment on peut dire, hein, c'est pas des secteurs, mais des domaines de l'armée qui sont les plus difficiles. Tu confirmes? C'est quoi la difficulté particulière liée au régiment de parachutistes?
Ben, tout à fait. Bon, déjà, il y a quand même pas mal d'autres coureurs, hein, notamment les élites. Hein. On peut prendre l'exemple de Benoît Cory, hein, qui Mhm. était un peu aux premières PMA, donc un régiment similaire au mien. Hein. Sauf que bon, c'est encore un niveau au-dessus même. Hein. Il fait partie des forces spéciales. Mais les régiments par an, en fait, c'est des régiments, c'est des troupes d'élite. Hein, donc, c'est des régiments où il va y avoir encore plus de sélection à l'entrée. La sélection tout le long de la carrière est encore plus importante. Et au niveau de la formation, bah, on est vraiment dans l'élitisme, quoi. Mhm. Que ce soit la partie sport, bon, faut toujours être. On cultive en fait l'exemplarité. Bon, il y a différentes valeurs qu'on essaye de. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premiers pas d'intégration dans ce régiment? Déjà, les tests de sélection, est-ce que tu peux nous les expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, test de sélection, en fait, la formation dure 6 mois. Mhm. Donc, je suis rentré à l'armée, donc j'avais 18 ans. Hein. On était 44, hein, un peu plus d'une quarantaine ou 44 de mémoire, à rentrer en même temps donc en janvier 94. Et donc, au bout de 6 mois, donc il restait plus que 22 gars, quoi. Donc, c'était un gars sur deux Ah ouais. qui n'a pas terminé la formation initiale, quoi. Donc, il y a une formation initiale Par élimination ou par abandon? souvent par abandon ou par blessure Mhm. ou fracture de morale, comme on disait, hein. Et Ouais. c'est vrai que c'était quand même difficile, hein, et donc déjà il y a une longue période sans voir la famille, hein, où on est vraiment bloqué au régiment. Mhm. Et après donc il y a toute une formation globale générale et donc après une formation un peu plus spécifique de spécialité. Voilà. Donc avec différentes sélections au fur et à mesure des mois qui s'écoulent. Donc au fur et à mesure, bah, il y a des gens des collègues qui partaient, quoi. Mhm. On va pas rentrer trop dans le détail de ce que tu faisais là-bas, hein. J'imagine quand même qu'il y a un droit de réserve aussi. Mais les premiers temps dans cet environnement militaire, ça se passe bien, tu te sens à ton aise, tu te sens bien. Et c'est quoi l'état d'esprit là à l'époque? Oui, bah, c'est vraiment une deuxième famille, hein, que j'ai retrouvée là-bas. Donc, d'ailleurs, au mois de mai, donc normalement, je dois retrouver l'ensemble de mes collègues qui sont engagés en même temps que moi en janvier 94. Donc, ça Mhm. fera 30 ans cette année, en 2024. Et donc, on a toujours gardé contact. C'est vraiment des frères pour moi, quoi. Mhm. Voilà. Et les premiers moments que tu vis là-bas, c'est quoi? Beaucoup de sport, beaucoup de rigueur, C'est quelque chose qui te Oui, c'est c'est ça. quelque Ouais. chose qui te perturbe ou c'est quelque chose dans lequel tu te sens épanoui, qui te correspond? Parce que j'imagine que c'est ce qui doit être le plus difficile, étant donné que je pense que la majorité des gens qui rentrent ont le niveau physique pour quand même globalement enfin y rester. Mais je pense que le plus dur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la capacité mentale à soutenir ben, l'environnement, la pression, etc. Toi, c'est a priori quelque chose qui te convient, quoi. Enfin, qui te convient ou tu supportes, quoi. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, bien sûr. Donc, quand on s'engage dans des régiments comme ça, généralement, on sait quand même à peu près ce qui peut nous attendre ou on s'y prépare. Donc, moi, je m'étais quand même préparé avant de rentrer dans un régiment comme ça physiquement, hein. Mhm. Et après, ben, c'est vrai que c'est pas simple, hein, et, le corps et la tête sont mis à rude épreuve. Mais c'est vrai qu'après, donc l'épanouissement, il vient pas de suite, mais c'est vrai qu'après, ben, on, la formation fait que on s'éclate là-dedans, quoi, et on attend qu'une chose, c'est de partir avec le régiment, à être projeté sur les théâtres d'opérations extérieures. Mhm. Voilà, pour moi, à 20 ans, j'étais casque bleu à Sarajevo, et j'ai fait une quinzaine d'opérations extérieures, donc et on attend que ça, quoi. On est vraiment formé et formaté pour partir sur les théâtres d'opérations extérieures. Ouais, ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. J'en parle souvent avec mon beau-frère qui est pompier et qui a hâte presque d'aller au feu. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre, nous qui ne sommes pas dans ces domaines-là, hein, de passionnés, militaires ou pompiers ou policiers, etc. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître un peu particulier de se dire j'attends que ça d'aller sur le théâtre d'opération, mais toi tu confirmes c'était vraiment quelque chose qui vous faisait vibrer, qui fait vibrer, qui vous faisait vibrer à l'époque. Oui, bien sûr, oui, oui, c'est vrai on attend que ça, hein. On est vraiment, on est formé pour ça et c'est vraiment le Graal, c'est de partir, hein. Mhm. Les compagnies entre guillemets se battaient pour avoir
les missions, quoi. Donc, ça nous arrivait d'enchaîner parfois 2 missions de 4 à 6 mois sur un an. Donc, je veux dire, moi, je suis avec ma femme depuis 30 ans et les 15 ans que j'ai passé à Carcassonne, elle ne me voyait jamais, quoi. Mhm. Ouais, c'est particulier. Mm. Faut vraiment s'aimer là pour tenir le coup, je C'est ça, pense. ouais. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu retiens encore une fois, on va pas trop rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que tu, si tu peux tu as parlé de Sarajevo tout à l'heure, t'as vraiment eu des situations compliquées à gérer sur les terrains d'opération ou pas? Alors compliqué, non, donc pas vraiment. Bon, ça dépend de ce que tu appelles compliqué, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même échelle de Mhm. valeur, je pense, Mhm. par rapport à ça. Mais bon, il y a des moments qui ont été un peu plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Hein. Donc c'est vrai que quand on est jeune, de voir des cadavres sur des poteaux en Côte d'Ivoire ou de voir certaines images de charniers ou de choses comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément très simple, hein, mais bon, après on est quand même formé pour ça, quoi. Mhm. Suivi psychologiquement ou pas dans ce cadre-là ou absolument pas? Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Alors oui, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis l'Afghanistan, hein. C'est vrai que l'Afghanistan a été un gros déclencheur, que ce soit pour l'équipement de l'armée française ou Mhm. même pour tout ce qui est pris en charge de tout ce qui est SPT, un syndrome post-traumatique, hein. Mhm. Donc c'est vrai que d'ailleurs, ce mot on ne connaissait pas, hein. Il y a 25 ou 30 ans en arrière, on n'entendait pas parler de SPT et il n'y avait pas de prise en charge. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même il y a Mhm. beaucoup de prise en charge, quoi. C'est comme même à moindre titre, je veux dire, tout ce qui est moi je suis un petit peu sourd, hein, j'ai eu des traumatismes sonores dus à des coups de feu et c'est vrai que ça, bah, les traumatismes sonores il y a 30 ans en arrière ou 25 ans en arrière, c'était pas pris en charge alors que C'était pas maintenant considéré. Mhm. voilà, c'était pas pris en charge au niveau médical. Mhm. Alors que maintenant, le gars, il a un traumatisme sonore, de suite, il est perfusé. Bon, il y a tout est mis en œuvre pour pas qu'il perde d'audition, quoi. Mhm. C'est clair. Et le sport, Cédric, dans toute cette période-là, dans tout ça, c'est quoi quelle place il prend? J'imagine que c'est tous les jours, quasiment tous Ouais, les c'est tous jours. les jours, c'est une place énorme, hein, c'est vraiment une grosse place. Donc, en fait, c'est la première chose qu'on fait le matin. Donc, on monte les couleurs, hein, et après, donc, on part groupé par section. Donc, on apprend l'esprit de cohésion, hein, la solidarité entre nous, et on part courir. Donc, c'est la première chose, hein. Donc, on partait faire des séances de course à pied, donc soit en basket ou en tri rangers, et des séances courtes, des séances longues, hein. Et après, souvent, on revenait, on faisait du renforcement musculaire, donc des C'était tractions. organisé, c'était organisé par un coach, Oui, par quelque chose, par un ouais, entraîneur? bon, généralement, c'est encadré donc de façon militaire, donc par le chef de section, par le grand unité, voilà, par c'est hiérarchique. Donc Donc voilà, et après, c'est les premiers pas de donc trail là, du coup? non, non, non. Non, Bah non. oui, on peut dire ça, oui, parce que c'est vrai que ben, tout ce qui est course en trail rangers, ouais, moi je l'ai fait depuis oui, à 18 ans, donc c'est vrai qu'on peut dire que Mhm. la course nature, je le fais depuis que j'ai 18 ans, oui, c'est sûr, ouais. Euh, Après, sur la partie, on va dire, globale, sur la fin de ta période militaire, donc tu disais 25 ans, J'ai fait donc 23 ans, ouais, 23 ans. 23 ans, donc il y a eu plusieurs périodes où tu as fait uniquement que les paras, ou tu as changé de Non, régiment? j'ai fait 15 ans, j'ai mon parachutiste. Mhm. Et ensuite, je suis revenu dans ma région, hein, donc j'ai été muté, donc c'est un choix de notre part avec ma femme, hein. Donc j'ai été muté au lycée militaire d'Autun. Et Mhm. là, donc là, j'ai encadré des jeunes, hein, des jeunes lycéens, donc avec de l'enseignement général, hein, de la seconde à la terminale sciences de l'ingénieur. Ok. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Encadrement Allez, sportif ou encadrement encadrement militaire, hein, donc encadrement, donc c'est des lycées. En fait, c'est les lycées militaires ont un mode de fonctionnement avec des professeurs de l'Éducation nationale qui sont détachés auprès du ministère de la Défense. Mhm. Et donc en fait, les élèves, les jeunes, hein, donc suivent l'enseignement général avec un enseignement militaire ou enseignement militaire, c'est-à-dire qu'en fait ils sont encadrés par des militaires, donc ils apprennent le lit en batterie, Mhm. ils apprennent à chanter.
ils apprennent à monter des couleurs, à marquer au pas, voilà, etc. Et après, donc, nous, on s'en occupait également. Donc, en fait, souvent, j'avais des enfants de députés, de notables africains ou des enfants de militaires malgaches, etc. Donc, ça partait vraiment. Et donc, c'est des enfants souvent qui sont en métropole. Je vais prendre l'exemple d'une jeune que j'avais en seconde. Elle est rentrée en seconde, elle est venue de Madagascar, elle est rentrée en seconde au cimetière de Tain et elle n'est pas rentrée chez elle pendant 3 ans, quoi. Donc, elle est rentrée chez elle après le bac. Donc, elle n'a pas vu. Donc, en fait, nous, on sert de lien entre la famille et le lycée. Et souvent, on organise des sorties culturelles ou sportives pour les gamins pour le week-end, parce qu'en fait, les week-ends, ils sont bloqués au lycée militaire. Donc, pour la plupart, hein, il y en a certains qui vont rentrer dans la famille, mais ceux qui n'ont pas de famille sur place, ils sont bloqués au lycée. Donc, on s'en occupe, quoi. Donc, on est un peu leur papa leur papa d'ici, comme ils nous appelaient, quoi. Et Voilà. pour quelle raison tu as souhaité transmettre au sein de l'armée? C'était quelque chose qui t'a toujours fait envie, la transmission, La Cédric? transmission, en fait, j'ai toujours été dedans, hein, puisqu'en fait, je me suis engagé militaire du rang, mais après, j'ai évolué au niveau de ma carrière, et donc j'ai toujours transmis, parce que après, j'ai eu des subordonnés, hein, donc j'ai toujours transmis, et c'est aussi ce qui m'a permis de garder, en fait, un état d'esprit relativement jeune. J'ai toujours eu des jeunes, en fait, Mhm. à former, à encadrer. Après, le lycée militaire d'Autun, donc je suis parti en Guadeloupe pendant 2 ans, donc où j'ai encadré des jeunes ultramarins déscolarisés, hein, donc dans le cadre du service militaire adapté, le SMA. Mhm. Donc en fait, le service militaire a été suspendu en 97, mais dans les dom-tom, il a été maintenu, hein, pour en fait faire de la réinsertion professionnelle avec les jeunes ultramarins. Ok. Donc ça marche avec des fonds du FEDER, hein, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc et là je m'occupais de jeunes de 16 à 18 ans, pareil, hein, donc j'ai toujours été dans cette transmission, quoi. Qu'est-ce que tu en retires de cette période-là de ces années de transmission auprès, j'imagine, d'un de jeunes souvent en difficulté, etc. C'est quelque chose qui t'a fait évoluer toi en tant que personne, qui t'a fait grandir aussi? Oui, bien sûr, mais on apprend beaucoup, hein, et ce que je retiens, c'est que le sport a vraiment un pouvoir hyper important pour transmettre des valeurs et pour aider les jeunes, certains jeunes aussi qui sont en difficulté à, à développer des capacités et même à, à trouver un travail, à Mhm. s'enrichir professionnellement et socialement, etc., quoi. Un outil, quoi. Le sport, c'est un outil Ouais, c'est un d'insertion, outil, hein. de maintien de l'activité, aussi souvent ça augmente la confiance en soi aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr, ouais. Mm. Très bien, très bien. Et maintenant, si on passe à la partie où tu arrêtes, enfin tu stoppes ta carrière militaire, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le vis? Est-ce que c'est dur pour toi de quitter ce milieu-là? Est-ce que tu le fais avec Alors, en fait, non, ça n'a pas été très difficile parce qu'en fait, j'ai quitté les régiments opérationnels, donc ça fait déjà un petit moment, hein, depuis 2008, hein, donc et ce passage par un lycée militaire et après au service militaire adapté de la Guadeloupe m'a permis, et après j'ai été aussi adjoint du conseil militaire du préfet de Saône-et-Loire, hein, donc j'ai basculé, on va dire, dans la partie moins opérationnelle mhm, et ça m'a une permis de faire transition? Mhm. une transition, voilà, entre le pur milieu militaire, on va dire, et la vie civile, quoi. C'est quelque chose que Donc ça, c'est quelque chose que tu conseillerais à tous les militaires qui veulent. Tu penses, la question c'est est-ce que tu penses que un militaire vraiment opérationnel comme tu l'étais, s'il passe du jour au lendemain à la vie normale, on va dire, est-ce que ah tu oui, penses que ça peut être dur? c'est pas toujours le cas, mais je sais que c'est compliqué pour certains anciens collègues, quoi. Oui, c'est Mhm. sûr, Mhm. c'est sûr. Quand tu dis t'es parti, alors tu es parti en Guadeloupe, c'est ça, si j'ai bien compris, à une période. Tu es parti Oui. avec Cathy du coup ou tout seul? Non, je suis parti en famille, hein, donc quand on part en mission, donc il y a les tournantes, hein, c'est les Mhm. relèves des forces qui sont prépositionnées pendant 4 mois sur différents pays, hein. Et donc après, il y a théâtre d'opération extérieure, donc ça c'est des interventions généralement, hein.
Donc, quand il y a un coup d'État en Afrique, on va projeter un régiment donc ça, c'est ce qu'on appelle les théâtres d'opération extérieure. Et après, donc il y a les séjours famille. Donc là, c'est des militaires qui sont en poste pendant 2 ou 3 ans dans des régiments un peu partout, notamment, c'est surtout vrai dans les dom-toms, Mhm. donc dans tous les dom-toms, hein, notamment. Donc et là, donc on va relever donc les militaires qui sont en place, et là on part en famille, donc en couple ou avec nos gamins, et on fait généralement 2 ou 3 ans, quoi. Voilà. Donc tu arrives en Guadeloupe, vous arrivez en Guadeloupe, tu connaissais pas, j'imagine. Enfin, je dis ça, je sais pas, mais Non, je peut-être que tu connaissais connaissais pas. pas. Non, Qu'est-ce que alors ça c'était te pas fait, qu'est-ce que ça te fait comme effet d'arriver en Guadeloupe? C'est quoi les premières sensations là? Alors pour être sincère, c'était pas mon premier choix, hein. J'avais demandé la Réunion. Mhm. C'est étonnant, hein, mais j'avais demandé la Réunion pour partir, et au final j'ai été muté donc en Guadeloupe. Donc bon, j'avais pas d'a priori particulier, mais je me suis vraiment éclaté. Les 2 ans qu'on a fait là-bas, on s'est vraiment éclaté. Euh, donc on avait une villa dans le camp, hein, mais la course à pied et le sport m'ont en fait permis de connaître pas mal de civils. Mhm. Et donc, et de surtout beaucoup connaître la Guadeloupe, hein, parce que c'est vrai que j'allais crapahuter sur toutes les traces guadeloupéennes, hein, et ça m'a permis de participer à différentes courses, quasiment toutes les courses même des Antilles, hein, comme le Chimbered, le Guadarrun, la Transmartinique que j'ai remporté d'ailleurs en 2012, la Transcarruquera, voilà, toutes ces courses. Donc j'ai essuyé un petit peu les plâtres au début, puis après, ben, j'étais un petit peu comme chez moi là-bas. Donc, et j'ai d'ailleurs encore pas mal de copains qui coureurs, organisateurs, et c'est vrai que je me sentais vraiment super bien là-bas. Pour faire la transition entre l'aspect professionnel militaire et ce qui va suivre, c'est-à-dire la discussion plutôt basée sur le trail et la course à pied, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté le fait d'être militaire dans le cadre de la pratique de la course à pied en nature et du trail, du trail? Ben, ce que ça m'a apporté, c'est déjà la rusticité. Mhm. C'est vrai que je suis quand même relativement, je pense, hein, relativement rustique. C'est-à-dire que Du romal, quoi. comment? Du romal. Oui, on s'est dur au mal, et c'est vrai que généralement, ce que je vais rechercher comme type de course, c'est plutôt des courses qui sont quand même rustiques et techniques, difficiles. Mhm. Donc, moi, j'aime courir en milieu forêt tropicale, j'aime courir en milieu chaud, j'aime vraiment ces milieux un petit peu compliqués. Donc, ça m'a apporté quand même pas mal de rusticité. Après, le dépassement de soi, hein, puisque ça, c'est quelque chose qu'on cultive quand même dans l'armée, hein. Mhm. Et après aussi l'esprit de cohésion. Donc c'est vrai que alors, j'ai toujours un mot avec quand on donc c'est ce que je regrette un petit peu parce que ça a un peu tendance à se perdre. Mais c'est vrai que sur les sentiers, j'ai toujours un mot avec la personne avec qui je vais courir, ou sur une course, hein, je parle, hein. Mhm. Même si je me fais doubler, ou si je rattrape quelqu'un, je vais lui mettre la main sur les fesses en le poussant. Bon, voilà, ça m'a apporté une certaine empathie Mhm. envers les autres coureurs, voilà, et c'est vraiment cet esprit de solidarité que. Tu gardes un peu cette notion de camaraderie dans le cadre des courses aussi, quoi. Ouais, bien sûr, j'adore ça. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je retrouve aussi avec la team Globe Trailer. On en parlera tout à l'heure, mais Ouais. c'est vrai que j'en ai besoin, quoi. Et j'essaie de le transmettre. Et d'ailleurs, je regrette que ça se perde un petit peu, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'aimerais qu'on parle, Cédric, si tu veux bien, est-ce que tu te rappelles exactement le moment précis où tu découvres le trail? Alors, pas en tant que, on va dire, on a bien compris tout à l'heure que tu en faisais déjà de fait, mais la communauté du trail, la course, ce monde-là, est-ce que tu te rappelles? Non, pas vraiment, non. Non? Tu te rappelles, il y a pas un moment où tu te dis, c'est quoi par exemple ta première course de trail? C'est la première fois que tu chausses les baskets pour un dossard dans ce cadre-là, c'est quand? Alors, on va dire que déjà, ce qu'il y a eu un gros changement entre le moment où j'ai quitté Carcassonne, où j'étais projeté en permanence et où je ne pouvais pas être licencié dans un club. Mhm. Donc j'ai pratiqué surtout la course sur route, hein, à cette époque. Donc je faisais quelques courses, mais j'étais pas licencié parce que j'avais pas la possibilité d'être licencié, parce que j'avais pas de la régularité dans l'entraînement. Je l'avais côté militaire, mais pas dans le côté vraiment purement sportif, purement course à pied. Mhm.
Et je pouvais pas m'inscrire sur une course parce que j'étais pas certain de pouvoir être là pour la faire. Donc en fait, la bascule, ça a été en 2008 quand j'ai quitté Carcassonne et quand j'ai été muté au lycée militaire de Tain. Donc Mhm. là, j'avais vraiment une vue sur mon emploi du temps. Et donc là, ça m'a permis de pouvoir m'inscrire à des courses, à des raids nature comme le raid de bivouac, des raids d'orientation, voilà. Donc et à participer déjà à toutes les courses du TTN. Ouais, la plupart des courses du TTN, Mhm. donc du Triathlon national à l'époque. Et donc voilà, donc après, Tu, c'est tu, vraiment assez. tu participais à ces premières courses, ces premiers événements avec quel état d'esprit? Avec un état d'esprit compétitif? Tu voulais performer dès le début? C'était quoi l'état d'esprit? Alors, non, la performance, elle est venue après, mais c'est vrai que moi, ce que je recherche, c'est surtout le dépassement de soi, quoi. Mhm. Moi, c'est vraiment euh, ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même et après le résultat, bon, il est déjà les premiers résultats n'étaient pas exceptionnels, hein. Donc, mais j'ai toujours cherché à travailler pour être meilleur, quoi, en fait. Mhm. Et surtout une envie d'exemplarité par rapport aux jeunes que j'encadrais aussi, quoi, au lycée, quoi. On Donc, voit que, on voit que tu commences en 2008, tu disais à peu près, hein, c'est ça? À peu près la oui, période? 2008-2009, ouais. Voilà. On voit les premiers résultats qui commencent à être listés sur la page internet sur laquelle je suis. C'est en 2010 où tu fais le tryhard des choix. Alors ce qui est particulier, c'est que tu enchaînes a priori un 57 et un 34, d'après ce que je vois. Ouais. Et puis le Grand Trail des Templiers en 2010 aussi déjà. Donc on voit que clairement tu es déjà sur une logique de format un peu long, quoi. Déjà d'emblée, quoi. Oui, puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même une certaine capacité sur le long, quoi. Mhm. Donc, mais j'aime bien, en fait, je suis quand même assez polyvalent, hein, donc j'aime aussi bien les formats rapides, mais c'est vrai que j'ai trouvé que j'avais quand même un meilleur potentiel sur le format long. Mhm. Donc, du coup, je me suis dirigé plus sur le long. Est-ce que tu penses, et j'imagine, après j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, je pense que est-ce que tu penses que c'est vraiment lié au temps que tu as passé dehors à l'armée? Oui, sûrement, oui, 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 c'est vrai que on avait à l'armée, c'est vrai on partait souvent faire des raids. Il y avait même des stages survie en jungle, voilà, avec des moments en autonomie. Donc c'est vrai que et de nuit souvent. Donc c'est vrai que moi, ce que je recherchais, c'était plus l'aventure, hein. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me suis dirigé sur le long, sur l'ultra, parce que pour moi, c'est plus que la course à pied, quoi. Mhm. On voit que les deux, trois premières années, là, t'es plutôt sur des formats, on va dire, relativement, entre guillemets, relativement moyens ou courts. Donc, le plus long étant le Templier, a priori. Et qu'on voit qu'à partir de 2012, là, fin 2012, là, c'est le premier ultra, la Transmartinique, 133 km, 5000 de dénive. Et tu fais une très jolie troisième place. C'est là où tu commences vraiment à rentrer dans le monde de l'ultra. Ah, c'est ça, mais en fait, donc j'ai participé au TTN pendant 3 4 ans et après, quand je suis arrivé en Guadeloupe, donc il y a la Transpartinique qui était organisée et donc j'ai participé sans vraiment avoir d'objectif particulier et au final, ben j'ai pas fait troisième, mais j'ai gagné la course à 3. Donc là, par contre, ça a été un de mes meilleurs souvenirs, hein, puisqu'en Mhm. fait, je courais avec des coureurs comme Antoine Guillon, Patrick Boire que j'osais à peine aborder parce que pour moi, c'était des légendes, hein. Et en fait, ben, on a franchi la ligne d'arrivée tous les trois Tous les ensemble. trois ensemble, ok. Donc, D'accord. ça, c'est vraiment un souvenir qui restera gravé vraiment à jamais. Et ça a été un déclencheur aussi, hein. Ouais. Ça a été ce moment-là où tu t'es dit c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît. En plus, tu rencontres des amis qui t'accompagnent encore aujourd'hui, j'imagine. Ouais, un grand moment de commencement de l'histoire de Cédric et de l'Ultra, quoi. C'est là que ça démarre. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que ça a été vraiment un déclencheur aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même des capacités, Ouais. et, notamment sur le long, hein, sur l'ultra. Et ça a été vraiment, on a vraiment vécu un moment fort, notamment. Alors, une petite anecdote, c'est que sur cette course, je me suis ouvert le bras au niveau de l'artère, hein, à l'intérieur du coude, Ah ouais. sur un barbelé.
Et donc j'étais avec Antoine et Patrick et donc ça pissait quand même pas mal. Et j'avais peur que les bénévoles sur les ravitaillements m'arrêtent. Et j'ai continué en courant, même en faisant un point de compression, hein, parce que bon, c'est vrai qu'entre la transpiration en milieu tropical, la boue, bon, j'étais pas très très propre hein, au bout d'un certain nombre d'heures de course. Et c'est vrai que ben je sais pas trop comment ça allait, si c'était vraiment important ou pas la blessure. Et en fait, ben, c'est vrai que je pense que j'ai impressionné par ma rusticité justement Patrick et Antoine. Et donc on a couru quelques kilomètres ensemble. Après à ce moment-là, en fait, on avait fait un peu le yo-yo aussi. Ils étaient devant, je revenais, ils arrivaient à reprendre un peu d'avance. Je revenais encore. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ben, en fait, quand ils ont vu mon abnégation à vouloir et ma rusticité, en fait, ils se sont dit non mais il est quand même costaud. Et c'est vrai qu'à la fin, ben, on s'est pas départagé parce que tout le monde était quand même cuit, quoi. Mhm. Et je pense qu'ils ont été impressionnés de leur côté. Et donc c'était un grand moment, quoi. Sur cette course-là, on voit, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu aux index, bon, encore une fois, on en prend la laisse, mais bon, on voit que là, clairement, la course, elle est juste énorme. On est quasiment à 800 d'index. Tu t'étais entraîné pour sortir une performance de ce type. Et je le rappelle, damer le pion à des ultra-trailers qui étaient aguerris à l'époque. Ils participaient déjà depuis un moment à des épreuves. Et c'était pas forcément ton cas, non? Oui, dans l'ultra, c'était pas du tout mon cas. J'étais un novice, c'était mon premier ultra. Donc, c'est vrai que de participer à un premier, ben, j'avais déjà fait quand même pas mal de courses de 80 ou 90 kilomètres. Mhm. C'est la première fois que je dépassais les 100 kilomètres et c'est vrai que de participer à un premier ultra et de le remporter avec deux légendes, pour moi, c'était exceptionnel. Mais c'est vrai que je m'étais quand même préparé, quoi. Mhm. Alors, surtout, j'avais du temps pour m'entraîner quand même puisque je partais moi en opération. Ouais. C'était un moment de ma carrière où j'avais un peu plus de temps pour l'entraînement. Et Et tu t'entraînais sur place, du coup, aussi, du coup, ou pas? Non, du oui, coup, 2012. alors en Martinique, j'avais pas fait de reconnaissance. Hein. Moi, je vivais en Guadeloupe, mais Ouais, mais bon, c'est. c'est vrai que j'étais un petit peu avantagé aussi par le climat, Mhm. et par la connaissance des traces, puisque les traces Mhm. se ressemblent quand même pas mal, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que j'étais quand même déjà à 4-5 heures d'entraînement par jour. Hein, donc, Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça génère chez toi, cette victoire sur la Transmartinique? Alors, je suis désolé, je t'ai mis troisième, hein, il n'y a pas de souci. je te Hein. présente mes excuses. Donc, tu as remporté la Transmartinique au prix d'un, on a bien compris, un effort et des circonstances particulières. Qu'est-ce que ça crée chez toi, cette victoire-là? Est-ce que tu te dis, encore une fois, j'insiste, mais je veux faire ça. C'est vraiment ça que je veux faire et je veux performer dans ce sport-là. Oui, c'est vrai que ça m'a. Bah, j'étais vraiment heureux de pouvoir d'avoir eu ce résultat. Et après, j'avais pas forcément envie de percer dans le milieu. Et mais bon, après, moi, j'avais ma carrière militaire, donc bon, les courses c'était du plus, quoi. Mais c'est vrai que c'était des moments forts de partage avec les organisateurs, avec les speakers. Hein. J'avais fait aussi la connaissance de Ludo Collet aussi à ce moment-là. Mhm. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un esprit de cohésion et certaines valeurs qui ressemblaient pas mal à ce que je retrouvais à l'armée. Hein. Donc, oui, je me sentais un petit peu comme chez moi. Hein. Mhm. Il y avait beaucoup de similitudes, quoi. Et est-ce que immédiatement là, tu te dis, il y a des courses, des objectifs qui te viennent en tête là, tu penses immédiatement là, au Grand Raid, tu connaissais un peu le milieu à cette époque-là ou c'était vraiment la découverte et t'as appris au Non, fur et non, à mesure? je connaissais. Hein. Puis après, Mhm. bon, la Réunion, moi j'avais demandé d'ailleurs à la Réunion parce que je savais qu'il y avait des courses comme le Grand Raid. Hein. Donc Mhm. d'ailleurs, j'ai pas mal d'ailleurs, sur la Réunion à Saint-Pierre, à Pierrefonds exactement. Donc, tu as un régiment comme le troisième RPIMA, mais c'est le deuxième RPIMA à Pierrefonds. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de copains qui partaient en séjour en famille à La Réunion et qui participaient au Grand Raid de La Réunion D'accord. depuis le début les débuts de la course, quoi. Mhm. Je connaissais très bien et oui, ça faisait partie des courses mythiques que j'avais envie de faire, quoi. D'ailleurs, Allô? Ah, ça a coupé. Attends. Hop. ah bon. Ça a coupé. Vas-y, répète. Oui, je Ouais. disais qu'en fait,
la première chose que j'ai fait au retour de Guadeloupe en 2014, c'est que Mhm. je me suis inscrit au Grand Raid parce que c'est vraiment la course qui me faisait rêver, quoi. On voit que dans ton historique de course, on voit clairement que dès l'année 2012, là, on voit que, alors peut-être un peu plus tard, en 2015, t'enchaînes quand même pas mal. 2015-2016, on est à 3-4 ultras de format 100 miles par an à peu près, si je dis pas de bêtises, voire un peu plus. Donc t'es déjà sur une logique quand même d'enchaîner assez régulièrement les ultras. Ça, quel est l'objectif à cette période-là de les enchaîner? Est-ce que ça te coûte pas trop? Est-ce que tu te sens bien là, dans cette organisation-là de l'année? Bon, après, ça a été quand même relativement progrès. Ouais. Oui, Mhm. ça s'est fait en progressivité, hein, donc, en 2012, j'avais fait que la Transmartinique. Exact. En 2013, j'ai voulu la refaire, mais j'ai pas refait parce que j'ai fait une hernie discale. Mhm. Donc, parce que j'ai eu pas mal d'antécédents au niveau lombaire, hein. Donc après, 2014, j'étais sur le Grand Raid et peut-être une autre. Le Chimbe Red Peut-être apparemment. sur le Chimbe également, Mhm. oui. C'est Mhm. vrai que ça a été relativement progressif. Mhm. Mais c'est vrai que c'est aussi la récupération qui faisait que je me réinscrivais sur une course, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'au début, bon, on met un certain temps à récupérer d'un ultra, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ben, le corps a moins en moins besoin de récupération, on récupère de plus en plus vite, et donc on se permet certaines choses qu'on ne Bien se sûr. permettrait pas. Voilà. Et donc première participation au Grand Raid 2014. J'imagine que pour toi ça a une saveur particulière cette participation, Cédric? Alors la participation en raid, oui, mais aussi le séjour à La Réunion, hein, puisque je connaissais déjà pas mal de dom-tom. Mhm. J'étais parti en Polynésie, j'étais parti aux Antilles. Et c'est vrai que La Réunion, c'est vraiment une île que je connaissais pas et que j'avais vraiment hâte de découvrir. Donc ça, c'était vraiment déjà un chouette voyage. Et puis après, ben oui, oui, le Grand Raid de La Réunion, c'était une course mythique qui me faisait rêver. Au résultat, ben, je fais quand même 14e sur ma première participation au Grand Raid. Mhm. Donc ça avait plutôt bien marché, donc et je m'étais éclaté, quoi. C'est vrai que c'est vraiment le type de course qui me faisait rêver avec une grosse amplitude au niveau des températures, une grosse diversité au niveau du sol, au niveau de la végétation. Pour moi, c'est vraiment une super course, quoi. Tu retournes, je crois qu'en 2023 c'était ta huitième participation. Vraiment, définitivement, cette course, elle a pour toi une importance très toute particulière. C'est quoi que tu retiendrais sur l'importance qu'a ce Grand Raid pour toi? C'est l'ambiance, c'est le terrain, c'est le challenge physique, c'est tout à la fois. C'est quoi? Pour moi, la diagonale, c'est un peu la quintessence du trail, hein. C'est que, en fait, on retrouve tout ce que on a envie de retrouver sur une course, hein. C'est comme tu le disais, hein, c'est l'ambiance, c'est le parcours qui est exceptionnel, c'est l'ambiance des îles, hein. Moi, j'adore vraiment j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin et cette chaleur humaine aussi, hein. Mhm. Et donc, en fait, il y a tout sur le Grand Raid. Donc, on retrouve les copains aussi souvent, donc les single trailers, puisqu'on est souvent nombreux à s'inscrire sur le Grand Raid. Et donc, en fait, c'est la course, mais il y a aussi c'est le voyage en général, quoi. Mhm. Ces jours qu'on passe là-bas, quoi, qui est vraiment exceptionnel, quoi. Dès cette participation, là, 2014, 2015, 2016, je crois que tu enchaînes les 3 ans ou pas, je sais plus. Non, 2014, 2015, 2017, a priori. Euh, 2016 aussi, hein. En fait, 2016 aussi? ça fait depuis 2014, j'y vais tous les ans, quoi. D'accord, d'accord. Il n'y a qu'une édition du Covid qui a été annulée où j'y étais pas, Mhm. logiquement, mais sinon j'étais là-bas depuis 2014 tous les ans. T'as vraiment l'impression de faire partie d'une famille, Cédric, dans le cadre du Grand Raid aujourd'hui? Oui, c'est vrai que bon, je vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est vrai que c'est une grande course qui a quand même su garder une certaine proximité avec les coureurs Mhm. et je m'y sens vraiment bien, quoi. Ok. Je pense que Euh, c'est important. ouais, c'est clair, c'est clair. Si tu devais retenir quelques dates clés des courses, ou pas hein, d'ailleurs,
jusqu'à aujourd'hui, de ce fameux 2008 là jusqu'à aujourd'hui, ça serait quoi que tu retiendrais allez, mis à part le Grand Raid dont on vient de parler en longueur, quelle course, quelle autre course, quelle off, quelle situation tu retiendrais? Alors, en fait, il y en a plein, hein. Il y a plein de courses sur lesquelles je me suis vraiment éclaté, mais c'est vrai que des courses comme l'Échappée Belle, que j'ai Mhm. eu la chance de remporter aussi en 2020, c'est vraiment des courses le genre de courses qui me font rêver, quoi. Des courses longues, dures, où Rugueuse. il y a une grosse part d'autonomie. Mhm. Donc voilà, et où il y a beaucoup de cailloux. Donc ça c'est vraiment. Ça te plaît? Et après il y a d'autres courses hein, comme la Transcarukera. Donc ça c'est une course où on n'entend quasiment pas parler parce que c'est une course où ben, il y a 20 partants au départ, peut-être plus, hein, peut-être allez, je vais dire jusqu'à 50. Mais à l'arrivée, ben, il y a 10 finishers quoi. Ouais. Et ça c'est les courses qui sont en pleine forêt tropicale, où on va être sur des sections de 5 à 10 heures, suivant le niveau du coureur, ben, tout seul sans croiser personne. Et donc ça, on est vraiment en symbiose avec la nature. C'est vraiment le genre de course que j'affectionne, quoi. Ben, je crois d'ailleurs que Benoît Montel y a participé cette année. Effectivement, a priori, c'est quand même un sacré voyage intérieur, cette Transcarukera. Donc on voit hein, l'échappée belle et la Transcarukera, on n'est clairement pas sur le même dans le même monde, mais c'est ça qui te plaît aussi, c'est cette diversité de terrain, d'approche. Mais il faut, avec le dénominateur commun, qu'il faut que ce soit rugueux, quoi. Ouais, j'aime bien la rusticité. Ouais. Mhm. C'est vrai que c'est un mot que j'arrête pas de répéter, mais c'est vrai Mhm. que j'aime bien ça. Et l'autonomie, la rusticité, voilà, c'est vraiment. Et puis les paysages, la nature. Mhm. Se retrouver vraiment dans un endroit, j'aime pas quand il y a trop de monde sur les courses, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence de ton point de vue sur cette fameuse édition 2020 sur l'échappée belle ou l'intégrale? J'avais vu d'ailleurs ton arrivée. Je crois qu'il y avait un live à l'époque sur les réseaux, je crois, de l'arrivée. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres sur ce jour-là, sur cette course-là? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Bah, je pense que ça a été en fait une surprise pour pas mal de personnes parce qu'en fait, bah, c'est vrai que je commence bah, j'aurai 49 ans cette année, donc je fais quand même partie maintenant des ultra masters, hein, comme nous appelle Ludo. Donc, C'est un beau titre d'ailleurs. on n'était même pas annoncé avec mon collègue Renaud Rouanet, donc on n'était même pas annoncé dans les favoris, alors que Aïe, aïe, aïe. Erreur. pourtant j'avais déjà fait quatrième là-bas et Renaud deuxième. On y allait avec notre simplicité, notre humilité et en fait, et notre prudence. Hein, on a été prudent parce que c'est une course qui s'apprivoise difficilement. Donc, et en fait, je pense que c'est notre expérience et notre prudence qui a fait que bah, ça a bien marché, quoi. Hmm. Moi, je remporte la course, Renault fait deuxième. Il y avait quelques jeunes bien motivés devant qui étaient peut-être un petit peu trop gourmands par rapport à la course. Et je pense qu'il faut respecter l'environnement dans lequel on court, quoi. La place de l'expérience dans l'ultra Je dis trail a pas quand qu'ils ne l'ont même. pas fait, mais Hmm. bon, des fois, il faut, voilà. Hmm. On a, voilà. La place de l'expérience dans l'ultra trail, surtout sur des ultra rugueux, je pense que, alors je sais pas si elle fait toute la différence, mais en tout cas, c'est une énorme partie, à mon avis, de la réussite, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure VO2 du monde si on n'est pas, si on n'est pas habitué, si on n'est pas prudent, si on sait pas gérer une course, si on sait pas aussi gérer les imprévus. Ça a été le cas, toi, pour toi, Cédric, sur cette course, des imprévus à gérer, là, sur l'échappée belle, que t'as dû gérer des choses ou pas? Ah non. Pas Alors du tout. sur l'échappée, non, pas trop. Ça a été bon. J'ai déroulé ma course, j'ai été prudent, j'ai été sérieux et j'ai fait avec mes armes et bon, ça a bien marché parce que j'avais aussi le mental peut-être pour pas craquer. Mais bon, voilà. Mhm. Alors c'est une question compliquée encore une fois, mais quelle est ta, ta course la plus difficile que tu as vécue? La plus difficile psychologiquement ou physiquement, quoi. C'est toi qui choisis. Alors, en fait, la course la plus difficile, je pense que physiquement, c'est peut-être la Transcarukera quand même. Ouais.
C'est une course qui est vraiment très dure, hein. Mais après, bon, en fait, il y en a plein, quoi. Ouais, mais tu retiens la Transcarrière. Ça montre à quel point quand même le. Oui, c'est une course. J'y suis retourné aussi 3 fois, hein. Je l'ai remporté 3 fois, mais j'y suis retourné 3 fois. Et Mhm. bon, même s'il n'y a pas de niveau, si on n'en entend pas parler, moi j'y vais parce que je m'éclate et parce que c'est une super course qui mériterait d'être connue. Mhm. Mais en fait, d'ailleurs, je regrette un petit peu que dès qu'il y a une course un petit peu rugueuse, il y a certains élites qui préfèrent aller partir courir sur des autoroutes plutôt que de. Et pourtant, pour moi, le trail, c'est ça, quoi. C'est la rusticité par l'environnement, quoi, Mhm. par le milieu naturel dans lequel on est, quoi. Est-ce que tu peux nous donner ton plus beau moment de trail jusqu'à aujourd'hui? C'est l'échappée belle, tu en as parlé tout à l'heure. C'est vraiment ce moment-là ou il y a autre chose? Ça, c'est une autre course. Non, je pense que mon plus grand moment, quand même, c'était quand même ma 4e place au Grand Raid de la Réunion en 2021. Ouais. Voilà, ça a quand même été un moment fort, hein. Donc, parce que j'étais peut-être pas non plus attendu à ce niveau-là non plus, et moi non plus, hein, j'étais premier surpris à terminer mon Grand Raid en 24 heures, hein. Donc, c'est vrai que, mais bon, ça faisait quelques années que ça tournait un petit peu autour et que ça marchait pas. Et en 2021, ça a bien marché, quoi. Cette année, un peu moins bien, mais bon. J'étais un petit peu resté sur ma faim cette année, mais c'est vrai que ma 4e place au Grand Raid de la Réunion, ça restera un moment fort, quoi. Donc 2021, Grand Raid de la Réunion, quatrième en 24h08. Sacrée performance là. Tu penses, ouais, c'est ton plus beau moment, ok, mais est-ce que tu penses que c'est ta plus belle performance sportive là sur cette course-là? Alors là, oui, c'est quand même une belle perf, oui, je pense, hein, sportivement parlant, comme ma victoire sur l'échappée, hein, mais Mhm. il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que par rapport au niveau au plateau de coureur, c'est vrai que c'était un de mes plus beaux résultats, ouais. Et après, je retiens surtout le chrono, quoi. Ouais. Les 24 heures, je m'attendais vraiment pas à faire 24 heures sur le Grand Raid, quoi. Mhm. Toi, tu fais partie de la team d'Antoine Guillon en tant que globe trailer, mais est-ce que tu fais partie de la team Antoine Guillon qui calcule tous ses passages à la minute près ou pas? Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré d'Antoine, hein, et d'autres coureurs comme Patrick ou Christophe Lesso, Mhm. qui sont des copains maintenant, mais bon, je suis moins sérieux qu'Antoine. Mhm. Je suis moins quand même dans le. Voilà. C'est T'as, vrai qu'on. t'as tendance à plus faire confiance à ton instinct, ou comment tu gères tes courses? Ouais, je suis surtout moins patient qu'Antoine. Mhm. J'ai souvent tendance à partir beaucoup plus vite. J'aime bien aussi laisser un petit peu de place, un petit peu à l'improvisation et puis à la surprise. Bon, j'essaie. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, ça dépend en fait de l'objectif, hein, mais il y a certaines diagonales où je suis parti vraiment là, en essayant voilà, de gérer ma course, hein, comme cette année d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je suis un peu resté sur ma faim, hein. J'ai même limite trop géré, on va dire, hein. Mhm. À l'arrivée, je me sentais vraiment bien, hein, alors que j'étais même un petit peu déçu parce que je me suis dit que je m'étais pas fait assez mal, quoi, pour aller chercher vraiment une grosse perf. Bon, après, j'ai fait 9e encore, donc il y a beaucoup de personnes qui voudraient avoir cette place, mais c'est vrai que voilà, en fait, je sais laisser un peu de place à l'improvisation et Mhm. par contre, je sais aussi être un peu plus rigoureux dans l'organisation, quoi. Si tu avais à retenir, alors un moment, vu que tu écoutes le podcast, ça doit pas te surprendre, un moment que j'appelle le moment extraordinaire, c'est un moment unique, pas forcément le plus drôle, enfin, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique là, un moment un peu original, cocasse. Est-ce que tu aurais ça en magasin, Cédric? Il y en a tellement, c'est compliqué de répondre à cette question, mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est surtout tous les moments de partage qu'on peut avoir avec la team Dog Trailer, parce que ça fait quand même maintenant depuis 2015-2016 que je partage des moments exceptionnels avec tous mes copains, Renaud Rouanet, Antoine Guillon, Christophe Le Sceau. On est vraiment très soudés, Nicolas Rivière à La Réunion. Mhm. On passe vraiment des super moments, que ce soit dans tous les déplacements, hein, à l'étranger ou en France.
Et même souvent, on se concerte un petit peu en début de saison pour se dire, bah tiens, tu vas faire quoi comme course? Et on essaie de se retrouver sur les courses pour partager des moments forts, quoi. Et on va dire que l'intérêt sportif, il est même devenu secondaire, quoi. Ouais. Ouais. Tu retrouves un petit peu, on en reparlera un peu plus précisément qu'après, mais tu retrouves un peu ce que tu as retrouvé, ce que tu avais à l'armée dans cette team-là, dans ce team-là. Ouais, il y a vraiment un gros esprit de camaraderie Mm. et c'est ouais, c'est vraiment ça, quoi. Juste avant de passer à la team Globetrailer, euh, j'aimerais que tu nous parles quelque chose qui m'a un peu marqué. Ça va peut-être être un peu la question auquel tu vas avoir un peu de mal à répondre, mais t'as tenté 3 fois l'UTMB, il y a eu trois fois un échec. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue qu'est-ce qui fait que cette UTMB se refuse à toi? Je pense qu'il y a deux raisons principales. C'est que la première raison, c'est que contrairement à toutes les autres courses, je ne l'aborde pas de la même manière. Je pense que j'y place trop d'importance. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que, ben, je le disais tout à l'heure, j'adore le chaud. J'aime pas le froid. Mhm. Et même si je vis en Bourgogne, hein, et c'est vrai que ben, sur mes trois, j'ai fait deux hypothermies quand même. Donc deux fois, je me suis retrouvé dans la couverture de survie à Arnouva Mhm. avec d'autres coureurs à élite, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à passer. Bon, après, je suis peut-être aussi pas tombé sur des éditions qui n'étaient pas Ouais, forcément un peu particulière. compliquées au niveau météo, mais c'est Mhm. vrai que bon, voilà. Après, j'aurais aimé y retourner en 2024, mais ce sera pas le cas. D'accord. C'est toujours un rêve pour toi d'arriver à à boucler la boucle là? Oui, bien sûr, parce que bon, ça fait un peu prétentieux, mais j'ai quand même un beau palmarès et Mhm, bien sûr. de remporter l'échappée ou de faire 4 sur le Grand Raid, il y en a beaucoup qui voudraient le faire, mais Mhm. j'ai jamais rien fait sur l'UTMB. C'est vrai que c'est une grosse déception, c'est sûr, hein. Bon, après, il y a tellement d'autres courses que Mhm. c'est, on a de quoi faire à côté, mais c'est vrai que bon, c'est un peu, on me le fait souvent remarquer, quoi. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de discret. C'est aussi pour ça, sûrement, que on me voit pas dans les magazines, on me voit pas trop dans les podcasts. C'est que la deuxième fois que j'interviens dans un podcast, hein. J'avais intervenu dans le podcast de François, Mhm. mais c'est vrai que je suis un peu en retrait, on va dire, hein, et je pense que c'est aussi pour ça que, ben, parce qu'il n'y a pas eu de résultat, quoi. Il n'y a pas eu de résultat du TMB, quoi. Donc, Mhm. Mhm. Bon, et après, je pense que l'UTMB fait pas tout non plus, hein. non, il fait pas tout non plus, mais il fait quand même beaucoup, Beaucoup, c'est clair. surtout au vu du grand public, entre guillemets, quoi. Mhm. Les spécialistes savent, hein, Ouais. qui c'est Cédric, qui c'est, Mhm. mais bon voilà quoi, le grand public, il connaît pas, quoi. Ouais, c'est clair. Tu penses que c'est lié à la pression? Tu t'en as parlé juste légèrement, mais tu penses que c'est lié à la ça peut être lié aussi à la pression qu'on se met. Je pense qu'on se rend pas bien compte un peu de ce que ça peut représenter, la pression d'être au départ d'un UTMB. Tu penses que ça y joue beaucoup? Oui, je pense quand même, ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est pareil, j'ai toujours été un petit peu en retrait parce que je me suis toujours mis des barrières mentales, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, l'année où je fais 4 sur le Grand Raid de la Réunion, c'est parce que je l'avais préparé aussi avec un copain, hein, qui est préparateur mental, Pascal Blanc, qui est connu, hein, qui a déjà fait deuxième au rang de la Réunion. Mhm. Et donc, mon problème, c'est qu'en fait, souvent, j'avais souvent tendance à me trouver moins bon que Pierre-Paul Jacques. C'est-à-dire que quand je prenais le départ d'une course, je me disais, ben non, je gagnerai pas parce que un tel il est meilleur que moi, un tel il est meilleur que moi. Et donc, j'ai travaillé ça surtout sur le Grand Raid de la Réunion en 2021. Et c'est vrai que ça a bien marché, quoi. Mhm. Donc, et avant aussi ma victoire sur l'échappée en 2020, c'est souvent l'échappée 2020 a aussi été un déclencheur, quoi. Parce Ouais. que je me suis rendu compte que je pouvais gagner des grandes courses, quoi. Ouais. Et même s'il y avait un peu de niveau, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, on te souhaite d'y parvenir, hein, effectivement, même si c'est vrai que voilà, t'as un énorme palmarès mais c'est vrai que l'UTMB. Alors, on voit que t'as quand même fait la TDS en Oui, la TDS, oui, je fais quand même un podium 2000. master à TDS. Donc on te souhaite. C'était en 2018 a priori. Ouais, tu fais Ouais, c'est 16e. ça, ouais. Ouais. Donc on te souhaite de pouvoir un jour boucler la boucle. Donc ce sera pas pour 2024 alors. Non, non, j'avais la chance d'avoir un dossard que j'avais remporté sur le 2 Itanen by UTMB en Thaïlande. Mhm.
en fin 2022. Donc, j'avais un dossard automatique pour 2023. Donc, j'ai décliné la participation en 2023 puisqu'en fait, j'avais été invité sur l'Aricana Ouais. au Québec. Et comme je connaissais pas l'Amérique du Nord, bon, toujours pareil, hein, la possibilité de faire un voyage avec Antoine Guillon et sa femme entre amis, voilà. Donc, et la gentillesse des organisateurs de nous avoir invités. Donc j'ai préféré partir faire l'Aricana début septembre. Donc c'est trop rapproché par rapport à l'UTMB. Donc du coup j'ai dit non, D'accord. je sais pas. Ok. Bon. D'ailleurs, sur le sujet de la Ricana, il y a eu une histoire un peu particulière sur la course, là, me semble-t-il. J'ai suivi ça d'un peu loin. Tu finis deuxième. Deuxième. Non, du coup, premier ex aequo, du coup, me semble. C'est ça, ouais. Voilà. Est-ce Même que coup tu que peux la crosse Martinique. Comment? Le même coup que la crosse Voilà, Martinique. ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé sur cet ultra-là? Bah, cet ultra, au départ, je suis parti toujours plus vite qu'Antoine, avec d'autres coureurs locaux, notamment des coureurs québécois, des coureurs américain et un coureur marocain qui a fait deuxième sur le marathon des sables cette année. Donc on est parti devant, ça s'est bien bataillé sur on va dire les 40 premiers kilomètres. Et après c'est vrai qu'il y avait Aziz Yachou qui restait bien collé dans nos basques et Antoine m'a rejoint et on a fait un bon moment tous les trois. Jusqu'à un moment où Aziz en fait a explosé. Donc Mhm. on s'est retrouvés tous les deux avec Antoine en tête de course. Sauf que comme très souvent on s'est perdu. Avec Antoine, on a perdu la trace peu de temps, hein, mais quand même de mémoire peut-être une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et entre-temps, bah, il y a le troisième de la course qui était passé en tête au ravitaillement. Donc du coup, bon, on a recravaché pour revenir dessus. Et on arrivait sur pas la fin de course, mais sur le dernier quart, on va dire. Et c'est vrai que bah, le jeune québécois nous impressionnait quand même hein, par en fait l'abnégation qu'il avait. Mhm. Donc du coup, puis il était sympa, on discutait, bon, puis on s'est dit bah tiens, bah, on va finir avec lui quoi. Et donc, on a fini la course, on est arrivé à 3 et on a trouvé ça sympa aussi pour l'amitié franco-québécoise et on s'est dit bah tiens, ça peut être sympa et on n'a pas cherché à le décrocher alors que je pense en toute humilité qu'on aurait pu le faire avec Antoine, Mhm. mais bon, on a préféré arriver à 3 et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder aussi dans la discipline quoi. Voilà. Ouais, c'est un sujet qui peut faire débat aussi, hein, C'est ça, mais voilà. bon, il y a certaines courses où on peut Mais se je le pense. permettre. Vas-y, Cédric, vas-y. Il y a certaines courses où on peut se le permettre. Bien sûr, bien sûr. Je pense quand même que c'est entre guillemets plus compréhensible. Alors c'est pas négatif ou péjoratif de dire ça, mais sur un ultra où tu batailles pendant des heures et des heures, à un moment donné, je pense que c'est plus logique de faire en sorte d'arrêter de faire des arrivées communes. Ça a quand même une certaine logique. Après sur des formats un peu plus courts, voire des formats très nerveux, là je suis assez partagé sur le fait que effectivement il y a quand même la bagarre à aller jusqu'au bout et voilà. Et toi, ben, je te pose la question sur un format court, par exemple, tu ferais une arrivée main dans la main ou pas? Alors ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, bon, après, notamment sur des courses locales, hein, donc des courses bon, où il n'y avait pas trop d'intérêt médiatique. Mhm. Ça m'est arrivé avec des petits jeunes de chez moi, hein, je vais le nommer, hein, Jean Blanchetot, hein, c'est un petit jeune de chez moi qui a remporté la Pika Pika, donc un coureur quand même un bon coureur. Donc ça m'est arrivé parce que ben, pareil, hein, moi toujours dans cet esprit de transmission, d'exemplarité. Donc j'aime bien montrer aussi que le sport c'est aussi ça quoi. Mhm. Très clair. J'aimerais qu'on parle de la team Globe Trailer. Alors, d'après ce que c'est une team qui a été créée en 2016 par Antoine Guillon et Christophe Le Saux. Tu me dis si je me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, vous êtes plus de 80 dans ce team-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as souhaité
Est-ce que tu t'en fais partie depuis 2016? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton intégration dans ce team? En fait, c'est une association hein, qui est un team qui est ouvert à tous. Donc, c'est ce qu'ont voulu à la création Antoine et Christophe. Donc, c'est vrai que l'association est montée avant le Covid à, je crois, 150 adhérents à peu près. Mhm. C'est vrai que ça a redescendu un petit peu, mais l'esprit, c'est vraiment, il n'y avait pas de team élite au départ. Hein. Donc, l'esprit, c'est vraiment un team ouvert à tous et de partager les voyages, partager de bons moments dans la discipline, dans le cadre de la discipline. Et après, c'est vrai qu'en 2000, en 2000, 2016, donc je connaissais Antoine aussi depuis un petit moment. J'avais déjà remporté plusieurs fois la course qu'il organisait, la 6506 Occitane. Mhm. J'avais pas de partenaire sportif. J'avais loupé un peu le coche en 2011 avec une blessure. Et j'ai toujours été discret. Donc, bon, les teams ne m'ont jamais vraiment repéré, je pense. Mhm. Et peut-être que j'avais pas le profil, certainement. Et donc, du coup, ils ont voulu me donner ma chance. Donc, ils avaient des partenariats avec Red Light, avec Oka. Et c'est vrai que ils m'ont intégré dans la team en me faisant aussi bénéficier de certains avantages. Et, euh, et après, donc en 2000, donc il y a un partenaire principal hein, qui est un groupe qui est donc dans travaux ferroviaires, hein, Mhm. Unifer, Ok. donc qui sponsorise la team. Et donc donc en 2024, ça doit être en 2021, je crois, de mémoire. Donc ils ont décidé de créer un team élite. Et donc ils ont procédé à un recrutement donc de 5-6 coureurs élites. Donc Ok. Qu'est-ce que tu t'en as parlé hein, assez largement tout à l'heure. C'est quoi? C'est le partage, c'est plus qu'un team, c'est plus qu'un team élite, c'est une famille ce team Globe Trailer. oui, c'est plus l'esprit il est là, hein, c'est plus l'esprit familial de camaraderie et de partage et de transmission que avec l'organisation de stages, de voyages. L'esprit il est là, quoi. C'est plus, il y a les objectifs sportifs, c'est sûr, mais bon, après que ce soit Christophe ou Antoine, même Renaud et moi, maintenant, à moindre échelle, euh, notre carrière sportive, elle est plus derrière que devant, quoi. Donc bon, Mhm. on n'a pas, on a des objectifs sportifs qui sont importants et on est toujours aussi motivé, mais bon, c'est vrai que on se prend pas la tête, quoi. On se Ouais. prend pas la tête et nous, ce qu'on veut, c'est pratiquer notre passion et continuer à voyager, même si c'est vrai qu'il faut réduire notre impact carbone. Donc, on essaie de le faire hein, en faisant on court moins, pour ma part, je vais moins courir à l'étranger que ce que je voudrais réellement faire. Hein. J'ai encore annulé une participation de Itanon cette année. Ouais. Et c'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est ça, quoi. C'est se retrouver sur les événements et partager des bons moments, quoi, entre copains. C'est vrai que donc d'après ce que j'ai compris, pour intégrer ce team-là, cette association, c'est ouvert à tous, donc n'importe qui peut prétendre. Il y a quand même des conditions pour pouvoir l'intégrer ou c'est vraiment dès qu'on. Alors, en fait, l'association, elle est ouverte à tous, hein, donc c'est une Mhm. association avec une adhésion, hein, donc avec une tenue qui est la même pour tous les adhérents et avec des remises sur des stages, sur des voyages, Mhm. avec certains avantages. Et après, à côté, donc en parallèle, il y a le Team Elite, donc qui fonctionne avec un budget propre de notre sponsor principal, Unifer, voilà. Et, euh, et après, il y a d'autres, comme moi, à titre personnel, j'ai aussi d'autres partenariats avec d'autres groupes. Mhm. Voilà. Donc, on va dire que maintenant, on est moins tourné vers les marques. On a trouvé un intérêt à avoir d'autres partenaires, donc, Mhm. Très clair. Tu as parlé tout à l'heure de la discrétion c'est un sujet qui est hyper important là. On est vraiment à la croisée des chemins dans notre discipline. Hein. On voit clairement qu'il y a le trail est en train d'exploser, les marques, les grosses marques investissent, etc. Le sujet important
de la popularité, notamment sur les réseaux sociaux, être le fait d'être bankable, etc. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression que toi, ça a un peu fait défaut te concernant. Tu penses que si tu avais été plus visible, plus bankable, entre guillemets, tu aurais eu peut-être plus d'opportunités avec les marques, etc. Oui, j'en suis persuadé. Après, bon, on est comme on est, hein. Moi, je vais Hmm, pas bien me, sûr. j'ai pas envie de me changer, quoi. Donc, Hmm, j'ai jamais su me vendre et j'ai pas envie de devenir. Alors, je le fais, hein. Je communique beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'avant, hein, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de lisibilité. Mais, euh, mais bon, j'ai pas envie de devenir influenceur et de passer ma vie sur les réseaux sociaux, parce que moi, ce que j'aime, c'est courir, quoi. mhm. C'est pas de poster des choses en permanence sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu vis de quoi, Cédric? Du coup, t'es coach, c'est ça, Bon, bah, d'après. je vis de ma pension militaire déjà, hein. Ouais, d'accord. J'ai quand même passé 23 ans dans Bien l'armée, sûr. donc je vis de ma pension militaire. Et Hmm. puis après, donc, j'ai complété cette pension militaire avec mon coaching et puis l'organisation de stages, comme l'année dernière, on a organisé un trail avec Antoine sur l'île de Minorque, juste après avoir fait Kémy des Cavals. Donc ça, Mhm. c'est pas été simple, hein. Et puis d'autres stages comme dans Beldon, voilà. Donc, Donc, tu peux bon. préciser, vous avez organisé un trail en Espagne? Non, non, on a organisé un trail camp, donc un stage de trail. Ah, d'accord. Donc en fait, on était parti pour faire une course sur l'île de Minorque, le Mhm. Camí des Cavals. Donc c'est un ultra qui fait 185 km, qui fait tout le tour de l'île de Minorque, au Baléares. Mhm. Et donc Antoine l'a déjà remporté 5 fois, hein. Et moi, c'était ma troisième participation cette année, et donc du coup, on est en 2023. Et donc dans ce cadre-là, en fait, comme on connaît bien l'île et que l'île s'y prête, donc on avait organisé un stage de trail sur 5 jours, avec la possibilité pour les stagiaires de faire le tour de l'île, donc les 185 km, mais en étapes. Mhm. Pour nous, ça n'a pas été simple parce qu'on a fait la course, donc les 185 km, et 4-5 jours après, on s'est refait les 185 km en 4 étapes avec les stagiaires. D'accord. Ouais. Mais Sacré bloc. c'était un super moment, quoi. Oui, un gros bloc, oui. Voilà. Qu'est-ce que t'en retires de cette activité d'organisation de camp, de trail camp, du coup? Moi, je trouve ça super sympa, puis en plus, bon, généralement, donc on le fait aussi aider par des guides, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas les compétences, hein, pour encadrer du public comme ça, donc surtout dans les milieux comme Beldon, hein, donc Mhm. où il faut quand même avoir certaines compétences au niveau réglementation. Mais ce que j'aime faire lors de ces stages, c'est partager notre expérience, transmettre, Mhm. toujours pareil, la transmission, quoi. Toujours pareil. Voilà. Transmission au cœur de ton activité, ça c'est, bah, en fait, on peut dire aujourd'hui que tu es épanoui dans ton activité, dans ta vie de manière générale, c'est, ouais, Oui, je le suis, oui, oui, je ouais. pense, oui, je pense. Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pour élargir un peu le sujet sur ta vision de la pratique, de la communauté, du milieu du trail aujourd'hui. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va très très vite en ce moment. Toi qui es là depuis le début des années 2010, comment tu vois évoluer ce milieu-là? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu trouves ça logique, cohérent? Est-ce que tu penses que ça va trop vite? Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Oui, bien sûr. Alors après, faire un peu le rabat-joie, mais Non, non, mais tu peux dire ce que tu as envie de dire, on est là pour non, ça. il y a certaines choses qui évoluent plutôt positivement, d'autres moins bien, Hmm. clairement, c'est sûr, hein. Mais bon, moi, je suis quand même un petit peu déçu de l'évolution de la discipline, quoi. Donc, il y a quand même certaines choses qui m'attristent. Et je trouve quand même que, tu vois, notamment cette année, on est parti au Québec courir la Ricana, on en parlait tout à l'heure avec Hmm. Antoine, et on a vraiment retrouvé cet esprit qu'on pouvait retrouver sur les courses dans les années 2000, ouais, 2012-2015, quoi, sur les ultras, quoi. Hmm. Et j'ai surtout trouvé un basculement, on va dire, dans les années ouais, 2000, 2000, ouais, 2016, 2017, dans ces eaux-là, quoi, à peu près, quoi. Quand ça commence à Mais se populariser. ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de courses qui étaient organisées par des petites associations, des courses que j'ai remportées ou d'autres, comme l'Ultra du Pas du Diable, ou qui ont disparu, quoi, ou d'autres courses comme la 6506 Occitane. Bon, ça c'était un choix d'Antoine, mais des courses qui étaient super belles en termes
de paysage, et même en termes d'organisation, c'est des organisations de qualité, quoi, avec un esprit de famille et elles ont, ça se fait plus, quoi. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était des super événements et en fait on a l'impression que maintenant même dans notre coaching, on en discutait encore avec Antoine, c'est vrai que nos coachés maintenant en fait, ils vont se diriger sur des courses où il y a voilà, où les médias sont donc l'UTMB, les courses by UTMB. Donc on a l'impression qu'il y a quand même un côté un petit peu superficiel, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ouais, je suis pas forcément aligné. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, me concernant, moi, de ce que je constate moi dans ma pratique, parce que tu sais que je suis coach aussi, hein, euh, je constate que malgré tout, encore une fois, c'est quelque chose que j'essaie de faire passer comme message, mais c'est vrai qu'il y a une énorme présence et presque une homogénéité aujourd'hui de toute la lumière qui est attirée vers majoritairement vers l'UTMB et le nouveau circuit, mais malgré tout. Tu vois, je pense quand même que nous, à titre personnel dans la Provence, les courses comme la Galinette, les courses comme j'en parle souvent, hein, mais les petites courses comme le Trail de la Seine-Victoire, le Trail de Mi-mai, c'est toutes ces petites courses là qui font le lien, qui font le tissu notamment local, et ben elles sont encore là. Alors certes, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour s'y inscrire, mais bon, j'ai envie de dire que c'est peut-être mieux pour les organisateurs, ça les laisse moins dans le flou. Donc, je serais moins définitif que toi sur le sujet parce que je pense qu'aujourd'hui, dans une période où le trail s'est développé de telle manière on peut avoir tout à la fois, c'est-à-dire participer à des courses plus locales et à des gros événements. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr, hein. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu retires de positif aujourd'hui sur l'évolution de notre discipline, s'il y avait quelque chose à ressortir? Ben, c'est que ça met les gens en sport déjà. Mhm. C'est vrai que on sent quand même que les gens sont devenus beaucoup moins sédentaires, quoi. Donc Ouais. ça, mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu à l'opposé de l'écologie, quoi, parce que ben ouais, les gens sont moins dans leur canapé, ben ils prennent la voiture et Mhm. ils vont en montagne pour courir, hein. Les Bretons, ils traversent la France pour aller courir, voilà. Mais bon, au moins le côté positif, c'est que les gens ils se mettent au sport, quoi, hein, parce que le sport c'est hyper important, quoi. Ouais, c'est clair. Donc au sens large faut être bien dans son corps pour être bien dans sa tête, quoi. Complètement, complètement. Cédric, on arrive gentiment à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux faire passer un message ou rajouter quelque chose si tu veux? Non, j'ai rien à ajouter de particulier, quoi. Ok. J'étais ravi de répondre présent pour ton invitation. Je te remercie encore, c'est vraiment sympa, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas souvent la chance d'être sollicité par les médias ou par les podcasteurs. Mhm. Mais j'ai trouvé que c'était super sympa comme échange, quoi. Merci, hein. Ben, c'était avec un grand plaisir. Est-ce que tu souhaiterais me conseiller quelqu'un pour intervenir dans le podcast qui aurait une vision particulière, quelque chose à dire, en lien avec le trail, bien sûr, hein, mais quelqu'un de tes connaissances qui passe pas pareil, pas souvent sur les podcasts, ou est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Bah après, ce qui est dommage, c'est que oui, bien sûr, moi, après c'est un ami, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu le même profil. Mhm. Et pourtant, il est sur le circuit depuis 2005. Il a déjà fait des grosses perfs, hein, plusieurs fois des top 10 sur la Diag ou deux fois deuxième sur l'échappée. Il a déjà fait des grosses courses sur les courses de l'UTMB. C'est Renaud C'est Rouanet, quoi. Renaud, oui. Bon, On c'est n'entend prévu, hein. jamais, C'est on prévu. entend jamais parler de Kayasu, mais bon, Mhm. il a un super palmarès. Voilà, quoi. Il a fait des beaux GRP, et on n'entend jamais parler, quoi. Ça sera Donc, bientôt le cas dans le LTP, c'est en cours d'organisation, là. Donc tu vas l'entendre très prochainement. bah, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci pour lui, alors. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. On finit par les questions rapides, Cédric, si tu veux bien. Alors, je te propose de répondre aux questions de manière courte, sans argument. T'es prêt? Oui, vas-y, hein. Plat favori après la course. Une pizza, Boisson favorite après la course. une bière. Tu préfères partir avec deux chaussures gauches ou avec un bras attaché dans le dos en ultra?
Avec les bras attachés dans le dos. Ah oui. Tu préfères, alors là, toi, je suis sûr de ce que tu vas répondre, tu préfères les grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie? Les rafales de vent. Tu préfères les fortes chaleurs ou le grand froid? Je sais même pas pourquoi je te la pose, celle-là. Une forte chaleur. Tu préfères les racines ou le verglas? Là, c'est pareil. Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? Ah, ça, je sais pas, par contre. De nuit. Moi, j'aime bien l'ambiance nocturne. T'aimes bien l'ambiance nocturne, parfait. Ouais. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Bruit de la nature. Tu préfères jamais rien dans les oreilles. Jamais rien. Ouais. Non, un rustique comme tu le disais. Tu préfères courir seul ou accompagné? Elle est seule. Seule. Bon, très bien. Bon, Cédric, c'était un vrai plaisir d'avoir ton partage d'expérience. On a appris plein de choses te concernant. C'est toujours inspirant d'expertise, de connaissances, de dépassement de soi, tout ça. J'ai passé un vrai bon moment avec toi. Je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir passé du temps avec nous. C'est moi qui te remercie. Puis merci à tes auditeurs. J'espère que ça leur plaira. Ben oui, il y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et puis bonjour à toute la bande, hein, les Antoine, les Christophe, les Renaud, les Ludo, tout ça, hein, toute la bande hein, des joyeux lurons de l'Ultra Trail et de la Planète Trail depuis de nombreuses années. Là, on vous salue bien bas. Et bonjour à Cathy du coup. Hein, on en a pas parlé d'ailleurs, non, avant de se séparer, j'aimerais que tu nous dises un petit mot de Cathy, l'importance qu'elle a pour toi dans ta pratique, etc. Alors moi, j'ai une chance exceptionnelle d'avoir une femme exceptionnelle. Mm-hmm. C'est vrai que je connais pas beaucoup de femmes en toute honnêteté qui auraient entre guillemets subi 23 ans de carrière militaire avec 15 ans où j'étais jamais là. Mm-hmm. Et on a eu des moments compliqués. Hein. On a essayé une procédure d'adoption. On n'a pas de gamin. Bon, on a eu des passages compliqués avec des accidents de la route. Voilà, je vais pas raconter toute ma vie, mais elle a toujours été là pour moi. Et ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Et sur toutes les courses, on partage ma passion. Elle est là quasiment sur toutes les courses. Elle me fait l'assistance de jour, de nuit, dans les endroits qu'elle connaît pas, même quand il y a des obsèques dans la famille, elle est présente. Donc voilà, c'est mon tout quoi. Donc je la remercie. Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. C'est un beau témoignage et une belle déclaration d'amour. Merci énormément Cédric d'avoir partagé tout ça avec nous de manière aussi transparente et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour les courses à venir, les ultras, les plus durs, les plus chauds, les plus humides que tu souhaites. et je te dis à très bientôt et merci encore. Ouais, merci à toi. Salut Cédric. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Cédric Chavet, que je remercie énormément pour le temps qu'il a accordé au Let's Try Podcast. Si tu souhaites nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le Podcast. Tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et si tu souhaites aider le LTP, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est ce qui aide vraiment le plus le LTP à grandir et à grandir encore. N'hésite pas également, si tu le souhaites et si tu écoutes le LTP sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify, rends-toi-y et note avec 5 étoiles, pas moins, ça sert à rien. Et un petit commentaire, ça fait plaisir de voir que le LTP fait réagir. Et enfin, si tu souhaites vraiment faire en sorte que toute cette énergie soit mise en avant et que tu souhaites également intégrer une communauté de passionnés internationale présente à peu près partout dans le monde, n'hésite pas à te rendre sur Patreon, patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut